Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Tout d'abord, merci pour les retours et les visionnages des vidéos que je sors régulièrement. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui s'y intéressent et puis d'avoir vos retours qui sont pour la plupart du temps assez constructifs. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de faire mon analyse personnelle des nouvelles cartes de Strixhaven et de Commander 2021. Je ferai sûrement plusieurs parties à cette vidéo et on va détailler uniquement les cartes qui me paraissent intéressantes pour le format du Commander multijoueur. Je ne parle ici pas de standard, je ne parle pas de limité, ni de n'importe quel autre format. Et encore une fois, les avis que je vais donner ne sont que des avis personnels. Vous avez le droit de ne pas les partager, vous avez le droit d'exprimer vos désaccords ou votre accord dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je m'excuse pour la qualité audio de la vidéo qui risque d'être un peu moins bonne que d'habitude. Je n'ai pas encore le matériel nécessaire pour avoir une bonne qualité d'enregistrement quand je filme directement mon écran. On commence par un rapide tour d'horizon des 5 commandants à la tête des decks Commander 2021 de cette année, avec en premier le IZ Zafai Thunder Conductor, sur lequel je ne vais pas m'étendre, il m'intéresse très peu, c'est juste un énième commandant qui nous récompense pour jouer des sorts en rouge-bleu, avec des effets qui sont peu intéressants à mon sens. Je ne vois pas d'intérêt particulier. Adrix et Neve, Twincaster en Simic. Pareil, ce sont des commandants qui m'intéressent assez peu. La carte est très forte, elle rentrera facilement dans les 99 de deck avec des jetons. En tant que commandant, elle me paraît intéressante, mais je n'ai pas forcément envie de construire autour. Encore un commandant Simic très très bon, et la construction du deck autour des jetons est quand même souvent assez facile. Pour les trois autres, je les trouve quand même plus intéressants. Pour Brina the Demagogue, j'ai déjà fait une vidéo qui montre un deck dans laquelle je l'inclus et qui me paraît très intéressant. Je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse, mais Brina permet vraiment un côté groupe hug qu'on n'avait pas encore trop en Orzhov, tout en ayant une value sur soi-même très très importante. Elle est aussi bien en tant que commandant que dans les 99 dans beaucoup de decks, et c'est une très bonne carte que je suis bien content de voir, surtout avec son type un peu spécial, oiseau psychagogue. Osgir de son côté est un commandant Boros, et on va voir aujourd'hui, il y en a plein qui sont très intéressants, qui fait énormément de value, qui nous récupère des artefacts en les exilant depuis notre cimetière et en créant deux copies, qui est un moteur de sacrifice, et qui ne se base pas vraiment sur le combat, même si on peut très vite booster des créatures grâce à son effet de sacrifice. Osgir est très très intéressant, surtout en command zone, mais même dans les 99, dans des decks artefacts, on pense à Breya par exemple, il peut être incroyable. Et enfin Willow Dusk, qui au départ ne me paraissait pas très intéressante, 3-3 pour 3 qui peut booster des créatures, mais son effet peut en fait être très 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 violent, et même si la carte paraît un peu lente et pas très intéressante à construire, c'est un deck qui à mon avis a beaucoup de potentiel. En vert noir on a beaucoup de créatures assez petites avec l'infection, et on a beaucoup de cartes qui nous permettent de payer des points de vie autant de fois que l'on souhaite, comme Mur de Sang par exemple. Avec Willow Dusk, on peut très bien imaginer un tour 1 où on pose une créature avec l'infection, ou on rampe, tour 2, l'un des deux, et au tour 3, Willow Dusk, pour avoir un tour 4 où on jouera notre moyen de perdre de la vie, et pour mettre tout de suite notre créature 1-1 en 10-10 infection pour éliminer des joueurs. Elle marche aussi très bien avec les créatures avec le lien de vie, on peut payer plein de points de vie, booster la créature lien de vie, surmonter. Elle est finalement un peu plus intéressante que ce que je pensais au départ. J'ai hâte de voir ce que seront les autres commandants Golgari, qui a l'air d'être très basé sur le gain de points de vie. Pour l'instant, pas plus de cartes de Commander 2021, mais on a largement de quoi faire dans Strixhaven. Je ne m'attarderai que sur les cartes qui me paraissent vraiment intéressantes en Commander, toutes les communes, Unco, ou les cartes qui me moins impressionné ne seront pas traitées ici. Je vais passer sur Rowan et Wilkenrit, qui me paraissent pas assez intéressants en Commander pour vraiment en parler, et je les laisse à mes collègues qui s'occuperont du standard ou du limité. On passe à Archmage Emeritus, qui, quant à lui, est beaucoup plus intéressant et n'est que rare. C'est une 2-2 pour 4, avec la nouvelle capacité apparue sur Strixhaven, Magecraft, qui s'active dès qu'on lance ou qu'on copie un éphémère ou un rituel. L'Archmage Emeritus n'est qu'une 2-2, mais il est humain et sorcier, et son Magecraft nous dit piocher une carte. C'est un effet qui nous fera de la value monstrueuse dès qu'on joue un sort d'éphémère ou de rituel. On peut très bien l'imaginer dans mon deck Calamax avec des effets type Zada, qui va copier des sorts pour chaque créature que l'on contrôle, et quand on copie des sorts de ce type-là, piocher une carte de plus par copie est vraiment vraiment hyper intéressant. C'est une carte qui, à mon avis, sera un très bon moteur de pioche dans les decks instant et sorcerie, et qui sera très importante dans plein de jeux,
que ce soit pour aller chercher votre combo, pour aller chercher vos outils de protection. Elle est vraiment très très bonne. Je vais m'attarder sur les cartes avec Learn. Je vais pas toutes les détailler, mais c'est pour vous expliquer la mécanique qui m'a l'air intéressante en commandeur et que les gens ont l'air de laisser de côté à cause de son effet qui n'est pas utilisable sans sideboard. Pop Quiz, c'est un instant pour 3 qui nous permet de piocher une carte et de faire la capacité Learn. Learn, ça nous dit, vous pouvez révéler une leçon que vous avez en dehors de la partie et la mettre dans votre main, ou défausser une carte pour piocher une carte. Cette ligne, elle est assez importante et intéressante, parce que ça veut dire que ces cartes, si elles sont suffisamment bonnes, peuvent être jouées en commandeur. Pop Quiz, par exemple, c'est pour 3, un éphémère qui nous fait piocher 2, défausser 1. C'est peu intéressant, mais dans certains decks, pourquoi pas, tout quand on a un budget. Il y a plein d'autres cartes Learn, et potentiellement que certaines seront très intéressantes en commandant, notamment des Unco ou des rares. Les leçons, quant à elles, ce sont des sorts rituels, comme on peut voir là, qui ont des effets souvent un peu moins bons, et qui seront sûrement très joués dans les sideboards, dans les formats standards ou modernes, pour aller être directement chercher avec la capacité Learn. La carte suivante qui me paraît très intéressante, c'est le Stormkiln Artist. Stormkiln Artist, c'est un 2-2, nain et chaman, qui gagne +1/+0 pour chaque artefact que l'on contrôle, ce qui est déjà une capacité assez agréable. Et son Magecraft à lui, c'est de créer un token trésor. On sait que les trésors sont très très forts, ça nous permet de ramp, ça nous permet d'avoir des synergies artefacts, et le faire dès qu'on copie un sort, pareil que pour la carte qu'on a vue avant qui nous permettait de piocher une carte, est très très bon. On imagine très bien que les deux ensemble vont nous permettre à la fois de piocher, de faire du mana, et donc de rejouer d'autres sorts pour creuser notre deck à l'infini. C'est une carte qui est très très bonne dans plein d'archétypes, surtout si on a des copies de sorts facilement dans notre deck. Autre carte Unco toujours qui m'intéresse grandement, c'est le Witherbloom Apprentice. Alors les Apprentices, il y en a dans les 5 maisons pour le moment. Ce sont des 2-2 pour 2, avec un Magecraft différent dans le thème de leur maison. Et le Witherbloom, il a un Magecraft qui draine les adversaires de 1 à chaque fois que l'on lance ou qu'on copie un sort. C'est une carte qui peut être très très violente. On a pas mal de combos qui nous permettent de copier des sorts à l'infini en commandeur. On a notamment une carte qui a beaucoup fait parler d'elle avec ses spoilers, c'est Chain of Smog, qui est un sorcery pour 2, qui cible un joueur pour le faire défausser 2 cartes, et ce joueur peut copier le sort. Chain of Smog est un outil de copie infinie, si on se cible nous-mêmes à chaque fois, pour seulement 2, et dans les couleurs de l'apprenti. Combo de 2 cartes, certes fragile face aux interactions, mais on peut imaginer plein de situations où ce petit Witherbloom Apprentice, dans un deck qui veut jouer plusieurs sorts ou en copier, pourra faire vraiment le travail. Les terrains sont la fin d'un cycle de terrain qui est assez peu joué en commandeur, ils n'ont pas de type de land de base, ils arrivent souvent engagés, surtout dans les decks avec plus de 3 couleurs. Pour moi, ils sont assez peu intéressants. On retrouve ici Plarg et Augusta, pareil, j'ai déjà fait une piste de deck build pour cette carte que je trouve ultra intéressante en Boros, mais encore une fois, ce n'est pas les seuls commandants Boros qui sont très très bons dans les spoilers qu'on a eu. Valentin et Lisette sont une autre double face card qui me paraît très très bonne. Le côté Valentin est une 1-1 pour 1, menace lifelink, qui exilera toutes les créatures adverses qui meurent, empêchant tous les triggers de mort de s'activer. C'est un très très bon anti-aristocrate, et qui en plus de ça peut nous créer nous-mêmes des jetons qui nous font gagner des points de vie. De l'autre côté, on a Lisette, qui est une 4-4 pour 4, un petit peu moins bonne, qui fera que dès qu'on gagne de la vie, on peut payer 1, et si on fait ainsi mettre un marqueur sur chacune de nos créatures, et le côté très important, leur donner le piétinement. C'est un très bon effet, qui ressemble un petit peu à une carte comme Archangel of Toons, qui faisait la même chose mais sans payer le mana, et sans le piétinement. Le fait que les créatures gagnent le piétinement peut quand même être très intéressant, surtout quand on a beaucoup de jetons, beaucoup de bêtes, pour empêcher les chum blocks. Les autres deans, donc les professeurs de chaque école, m'ont un peu moins intéressé. Le Silver Quill est correct, mais sans plus. Première leçon de cette série, qui me paraît très très bonne, c'est un sorcery pour 3 incolore, chose assez rare jusque-là, et qui donc est jouable dans tous les decks, on pense surtout au mono blanc, qui a beaucoup de mal à piocher, qui permet de scry 2 et piocher une carte. Le regard est un bon moyen de choisir les meilleures pioches possibles. Associé à de la pioche, c'est une carte qui est peu efficace, qu'on ne voudra sûrement pas jouer dans la plupart de nos decks, mais qui trouvera largement sa place dans les decks colorless ou mono blanc,
voire certains decks avec la bicolorité blanche plus X. Je pense notamment à Célestia et à Boros. Autre chose intéressante avec ces sorceries incolores, c'est que on peut accumuler les effets de réduction de coups de mana sur les instants et sorceries pour qu'ils coûtent 0. Et ça, c'est assez intéressant et important, surtout si on a des moyens de les renvoyer dans notre main. Shadrick Silverquill, même chose que pour Brina, j'en ai déjà parlé longuement dans ma vidéo decklist. Je vous invite à aller la voir directement, mais c'est une carte que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante, autant en commandeur que dans les 99, et je vous invite à l'essayer. Autre sorcerie colorless qui paraît très intéressant dans des decks qui ont du mal à le faire, qui, pour 2, ira chercher dans notre deck une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans notre main, et nous faire gagner 2 points de vie. Ce n'est pas du ramp, c'est de la pioche sélective, avec un petit gain de points de vie, mais ça permet de fixer nos couleurs avec du mana incolore, donc même dans des decks 5 couleurs, ça peut être intéressant, plutôt que des cartes comme Ramp and Grow si on n'a pas vraiment besoin de s'accélérer et qu'on préfère juste être sûr d'avoir nos couleurs. Évidemment, c'est pas une carte qui est incroyable, mais c'est déjà ça. On parle encore du mono blanc, avec la grosse sphère blanche illustration qui est au premier plan. C'est une carte qui sera, à mon avis, facilement jouable dans ces decks-là. On continue avec les spoilers un peu plus récents. Eddy Spellbinder sera une carte surtout jouable, à mon avis, dans les formats construits, standard et moderne historique. Rip Apart, par contre, est une carte qu'on pourra, à mon avis, voir en commandeur. C'est un removal modal qui coûte un rouge, un blanc, donc dans une couleur qui a souvent du mal à trouver de bons removals, efficient en tout cas, qui nous permet soit de faire 3 à une créature ou un Planeswalker, soit de détruire un artefact ou un enchantement. Elle est très très polyvalente, elle ressemble un petit peu à Upgrade dans l'idée, avec comme gros problème le fait qu'elle soit en rituel. Malgré ça, elle rentrera facilement, à mon avis, dans plein de decks budget qui jouent les 2 couleurs, et c'est une très bonne carte qui peut prendre la place de beaucoup de removal moins efficaces que celui-là. Encore une carte Boros rare, qui est très très bonne à mon goût. 3-3 pour 3, vigilance piétinement. Quand il inflige des dégâts à un joueur, ce qui arrivera assez souvent avec le piétinement, on peut renvoyer directement en jeu, depuis notre cimetière, une créature avec une mana value de X ou moins, X étant le nombre de dommages qu'il a infligé à ce joueur. C'est une carte de réanimation en Boros, qui passe par le combat, mais qui peut réanimer tout tant que on la booste suffisamment en force. Elle est très très intéressante, elle marchera super bien avec la double initiative en permettant de réanimer 2 créatures. Je la trouve vraiment vraiment bonne, surtout qu'en Boros on voit qu'on a beaucoup de moyens maintenant de remplir notre cimetière, que ce soit par de la draw avec de la défausse derrière, ou avec de la meule, qui a été introduite sur un enchantement de l'édition. Vraiment une carte qui, dans certains decks, fera vraiment, vraiment un bon travail. Une autre carte qui paye pas de mine, Potion of Empowerment. C'est un instant pour un vert qui nous permet de gagner 2 points de vie et de donner à la créature ciblée plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Cette carte n'a l'air de rien, mais elle peut nous sortir des kills de joueurs super vite si on a un deck qui est un peu construit autour. Je parlais hier de mon association Brewstar Ikrashidiki. Avec la double initiative et le lien de vie, on peut très facilement imaginer qu'une créature va taper en initiative, nous faire gagner de la vie, et qu'avant ses blessures de combat normales, on peut la booster énormément si on a gagné beaucoup de points de vie, pour tuer par surprise beaucoup de monde et seulement pour un vert. Un peu à la manière d'un Berserk, qui peut être très joué. Cette carte donnera minimum plus 2, coûte vraiment peu cher, et peut très 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 vite dégénérer. C'est un tricks un peu situationnel, mais qui peut être vraiment dévastateur, et je l'imagine très bien dans mon deck Calamax, où il sera copié pour chacune de mes créatures avec les effets Zada, la dernière gagnant autant de force et d'endurance que le nombre de copies x2 que l'on a fait juste avant. En continuant dans la folie Boros, Radiant Scrollwielder est un nain éclair pour 4, seulement 2-4, qui fera le même effet ou presque que Firesong and Sunspeaker en donnant lifelink à tous nos éphémères et rituels, ce qui peut être très intéressant, et qui pourra en plus nous permettre de faire de la value en rejouant des éphémères ou rituels depuis notre cimetière à chaque entretien. Le sort que l'on récupère est effectivement choisi au hasard, et il faut payer son coût de mana, mais c'est une carte qui fait beaucoup de value en Boros, car en plus, avec le lien de vie, on pourra facilement se remonter. En parlant de Boros, juste un petit avis sur un des nouveaux commandants Unco, Quintorius Field Historian, qui reste correct à mon avis, mais qui sera souvent meilleur dans les 99.
Il booste tous nos esprits de +1/+0, et dès qu'on a une ou plusieurs cartes qui quittent notre cimetière, on créera un 3/2 esprit en jeu. C'est assez intéressant, ça marche bien avec l'encore de Commander Legend, ça marche bien avec les effets qui récupèrent les éphémères, comme la carte qu'on a vue juste avant. C'est pas non plus incroyable. Par contre, il marche très très bien avec l'autre commandant Boros qui a été révélé il y a pas longtemps, et mythique, qu'on verra juste après. Autre leçon, mais cette fois-ci colorée, qui me paraît très très bonne. Pour 4, on défausse n'importe quel nombre de cartes de notre main, et on pioche autant de cartes. Puis, si on a 7 cartes ou plus dans notre cimetière, donc si on a le seuil, on crée une 3/2. C'est une carte qui nous permet de remplacer notre main, un peu à la manière de Valakut Awakening, de façon un peu moins efficace, mais qui remplacera cette perte d'une carte par une 3/2, si on a déjà avancé un peu dans la partie. Un mot d'encore un commandant Boros, donc on va avoir beaucoup de commandants dans l'édition, on a déjà vu qu'il y avait chaque dragon dans chaque maison, une Unco probablement, une autre mythique, et en plus une carte double face, ça fait au moins 4 commandants dans l'extension de base. On ajoutera les 3 qui sont en général dans les decks de l'année, pour un total de 7 commandants par maison, ça va faire vraiment beaucoup de choses nouvelles. Velomachus Lorehold est un peu moins bon que Shadrix Silverquill à mon sens, il coûte vraiment cher. C'est une 5/5 vol vigilance célérité. Quand il attaque, on peut regarder les 7 cartes du sud de notre deck et lancer gratuitement un éphémère ou un rituel avec un coût converti de mana ou une mana value inférieure à l'attaque de Velomachus. Pour 7, le fait qu'il coûte 7 fait qu'en command zone, il sera quand même très lent, qu'il faut construire le deck autour avec beaucoup d'instants et de sorceries qui coûteront 5 ou moins. On regarde que 7 cartes. Contrairement à Narset qui fait un peu la même chose, on doit quand même jouer des sorts qui ne coûtent pas trop cher, sauf si on a vraiment des effets de boost, mais Velomachus coûte déjà 7, et surtout, on ne peut caster que les éphémères et rituels, pas les enchantements, les artefacts. Et on n'a pas le bleu, donc on n'a pas de carte qui donne des tours supplémentaires, ce qui rend Narset très forte. La carte me vend pas beaucoup de rêves, j'ai pas forcément envie de construire autour. Dans les 99, c'est pareil, j'ai du mal à voir dans quoi elle s'inclura facilement, parce qu'elle coûte cher. Je suis pas convaincu par la carte pour l'instant. Autre rare qui me paraît très très bonne, même si elle coûte un peu cher, une 1/4 double initiative pour 4, qui, dès qu'il inflige des dégâts de combat à un joueur, nous permet de lancer gratuitement, et sans condition, un éphémère ou un rituel depuis notre cimetière, en exilant ce sort à sa résolution. Il a la double initiative, ce qui veut dire que sur un joueur sans défenseur, ou si on lui donne un peu d'évasion, on peut rejouer 2 éphémères ou rituels de n'importe quel coup de mana, de n'importe quelle couleur, sans payer leur coup de mana. C'est une carte qui peut être monstrueuse dans des decks comme Narset qui veut déjà attaquer et jouer des sorts pour jouer des tours en plus. C'est vraiment une carte qui peut être très 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 bonne et faire très peur avec les bonnes couleurs. Il faudra lui donner un peu d'évasion, parce que sinon elle est quand même un peu lente, mais elle peut, à mon avis, surprendre et faire vraiment un travail incroyable dans certains decks. J'ai envie de parler de Strict Proctor aussi, qui est une petite carte blanche 1/3 vol pour 2, et qui dira que dès qu'un permanent entre sur le champ de bataille et que cette entrée sur le champ de bataille déclenche une capacité déclenchée, justement, on la contre, sauf si son contrôleur paye 2. Alors c'est une carte de hate qui empêchera les effets d'arriver en jeu de tous les permanents, qui empêchera le landfall, qui empêchera plein de choses, et qui peut aussi être utilisée à notre avantage en empêchant nos arrivées en jeu. On pense à des cartes comme Phyrexian Dreadnought, qui est une 12/12 pour 1 et qui demande de sacrifier 12 de force quand elle arrive en jeu. Avec Strict Proctor, c'est une 12/12 pétinement pour 1. On a des terrains aussi qui peuvent être très intéressants avec, les Boonsland de Ravnica, qui arrivent en jeu engagé, et quand ils arrivent en jeu, on doit renvoyer un autre terrain dans notre main. Cette capacité est une capacité déclenchée causée par l'arrivée en jeu d'un permanent, elle est contrée. On peut donc jouer les Boonsland comme notre land du tour, il arrive juste engagé. Il y a plein de petites synergies comme ça qui fonctionnent bien avec le Strict Proctor, et en plus, il embêtera énormément les adversaires, parce que les effets d'arrivée en jeu sur les permanents, et pas uniquement les créatures, c'est vraiment très fort. On arrive à notre dernier commandant Boros qui a été révélé, Offri Ghostforge. Alors lui, il est vraiment très bon. Il ne coûte que 5, c'est une 4/5 pour 5 du coup.
qui donnera +1/+1, piétinement, célérité à nos esprits. Déjà, la carte est très bonne, hein, c'est un très bon anthème, +1/+1, piétinement, célérité. Même si le type n'est pas le plus représenté en Boros, c'est quand même très très bon. Et surtout, il a une capacité qui dit que quand une autre créature non jeton que l'on contrôle meurt, on l'exile. Faut bien noter que c'est pas on l'exile à la place, elle va quand même mourir, donc on peut jouer des cartes qui ont des triggers quand elle meurt. Et si on l'exile, on peut créer un jeton qui est une copie de cette créature, sauf que c'est un esprit, donc il va prendre le boost, en plus de ses autres types, et qu'elle a, quand elle quitte le champ de bataille, on renvoie la créature exilée dans notre cimetière. Ce qui veut dire qu'on ne perd pas les créatures parce qu'elles reviendront dans notre cimetière malgré tout. On gagne un token qui est plus fort avec le piétinement et la célérité que la créature, et que la carte marche avec plein de choses. On pense à tous les moteurs de sacrifice, qui la rendent vraiment très 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 bonne. On joue une créature, on la sacrifie gratuitement, on récupère un jeton qui a la célérité qui est plus fort, et on peut attaquer, on peut même sacrifier le jeton derrière pour remettre la créature dans notre cimetière. Il y a plein de boucles qui peuvent s'envisager. On peut imaginer une boucle très facile avec 2 cartes, avec Ashnod Altar qui nous permet d'ajouter 2 incolores en sacrifiant une créature, et Eternal Scourge qui coûte 3 incolores et qui peut être lancé depuis l'exil. Il suffit de jouer Scourge avec Ori sur la table, on le sacrifie pour l'altar pour faire 2 incolores, on crée une copie d'Eternal Scourge et l'original est exilé par l'effet de Ori. On paye 1 de plus pour rejouer Eternal Scourge, que l'on sacrifie à nouveau pour créer un autre Eternal Scourge, on l'exile, on peut sacrifier le premier jeton qu'on a créé, qui ne fait donc pas revenir Eternal Scourge dans notre cimetière, pour faire les 2 de plus, on rejoue Eternal Scourge, on a produit un incolore et il nous reste un jeton, on fait la boucle comme ça jusqu'à ce qu'on ait une infinité de mana incolore, on peut ensuite le faire jusqu'à avoir une infinité de 4/4 piétinement célérité, et avec ces 2 cartes, le deck gagne tout seul. Il y a plein d'autres boucles à envisager, avec des cartes comme Myriad Retriever qui permettent de remonter des artefacts quand elles meurent. On a plein de choses à faire, et la carte est vraiment très très forte. Une autre carte qui me paraissait très très bonne avec, c'est Clash of Realities, qui vient de Kamigawa, qui dit que tous les esprits ont, quand elle arrive en jeu, vous pouvez lui faire infliger 3 dégâts à une créature non-esprit, et inversement. Alors c'est un effet symétrique. L'avantage énorme, c'est que nos adversaires joueront peu d'esprits, et que nous on va en créer plein avec Ori, pour tuer toutes les créatures non-esprits. Il y a plein de choses à faire avec ce commandant. Il est super fort en Boros, il fait de la value, il joue avec le combat mais en même temps avec plein d'autres choses. C'est vraiment une très très bonne carte. Une autre carte double face que je voulais aborder, c'est Flamescroll Celebrant avec Revel in Silence au dos. Alors, Revel in Silence, pour commencer, c'est un éphémère pour 2 blancs qui empêche nos adversaires de jouer des sorts ou d'activer des capacités de Planeswalker ce tour-ci et qui s'exile à la résolution. On a déjà Silence, qui est une carte qui est très jouée pour protéger nos combos, qui coûte 1 blanc seulement et qui empêche de lancer des sorts. Et là, le gros avantage de Revel in Silence par rapport à Silence, c'est que en général, Silence est une carte morte en dehors du moment où on a besoin de protéger notre combo. Ici, elle a un autre côté qui est Flamescroll Celebrant, qui est une 2/1 pour 2, qui, dès qu'un adversaire active une capacité qui n'est pas une capacité de mana, mettra 1 point de dégâts à ce joueur, et qui en plus peut se booster. Le fait d'avoir une créature de l'autre côté fait que la carte est beaucoup plus polyvalente. On peut la jouer en tant que telle pour hate un petit peu toutes les capacités activées chez les adversaires qui en auront trop. Et en même temps, on peut aussi protéger notre combo au moment où on en a besoin. Le fait qu'elle soit à la fois rouge et blanche la fait rentrer dans moins de decks. Tant la polyvalence qu'elle nous offre et le fait de ne pas avoir une carte morte en main fait qu'elle est vraiment plutôt bonne à mon avis. Cody, le Vociferous Codex, qui est un artefact créature légendaire construction, pour 3 incolores, donc c'est un nouveau commandant 5 couleurs parce que dans sa capacité activée, il nous dit que pour 4 et en langage, on peut ajouter 1 de chaque couleur. Alors c'est un artefact qui nous dit qu'on ne peut plus jouer de sort de permanent, ce qui est quand même une grosse contrainte. Donc on l'imagine assez mal dans les 99, parce qu'on veut vraiment construire autour pour éviter de se retrouver sans carte à jouer. Sa deuxième capacité par contre est très intéressante. Pour 4 et en langage, on ajoute 5, 1 de chaque couleur, et quand on joue notre prochain sort ce tour-ci, on exile les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à exiler un éphémère ou un rituel qui a un converti de mana inférieur, comme l'effet de cascade, et jusqu'à la fin du tour, on peut jouer cette carte sans payer son coût de mana. On n'est pas obligé de la jouer tout de suite, contrairement à cascade. Et on met les autres cartes révélées en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire.
Il fait de la value, il demande à avoir quasiment que des éphémères et des rituels, pas d'enchantement, pas d'artefacts, pas de créatures, pas de planeswalker. C'est quand même assez difficile d'envisager un deck qui tourne vraiment bien avec juste ça. Ça change un petit peu des commandants 5 couleurs très très forts qu'on a eu récemment avec Golos, Kenrith. Il fait des choses un peu plus rigolotes. Il y a moyen qu'il soit assez bon, hein. On peut envisager un deck pareil qui joue des tours supplémentaires qui vont cascade sur un sort de tours supplémentaires moins cher ou sur un sort qui nous crée des jetons. On peut envisager peut-être un deck un peu polymorphe où on jouera quand même des créatures, des très grosses bêtes et puis des sorts qui créent des jetons et des sorts qui font les effets de polymorphisme justement pour aller quand même chercher des créatures. Il peut être rigolo, il me paraît pas très bon, euh, mais il peut être assez intéressant quand même. On peut aussi l'imaginer dans un deck où on a pour seul objectif de le donner à nos adversaires pour qu'ils ne puissent plus lancer de permanent. On imagine bien un deck avec Fractured Identity qui, lancé sur notre commandant, en donnera une copie à chacun de nos adversaires qui ne pourront plus lancer de permanent, mais c'est un peu du junk pour être vraiment un deck viable. Et ce sera tout pour les cartes que j'avais envie de présenter aujourd'hui. Les spoilers qui datent d'aujourd'hui ont l'air d'être très axés sur la couleur Izet, mais on n'a pas eu de cartes qui m'ont vraiment impressionné. Magma Opus est assez faible en commandeur. Celle-ci, elle fait un effet qui est rigolo, mais sans plus. Je vous retrouverai dans quelques jours quand on aura plus de spoilers pour la partie 2. Dites-moi si ça vous a intéressé d'avoir mon avis sur les cartes qui sont révélées. Je vous retrouve très bientôt. Comme d'habitude, tout est en description. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre votre petit commentaire. C'était Monocommandeur. Bye.